Bonjour, bon réveil, vous regardez le 7-9 de Médien TV, heureuse de vous retrouver au programme. Comme chaque matin, 2 heures d'information continue. On commence avec le journal, au sommaire de cette édition. L'épidémie d'Ebola est la plus grave urgence sanitaire de ces dernières années, affirment des responsables occidentaux. Aux États-Unis, Barack Obama appelle les pays européens à faire davantage d'efforts pour enrayer la progression de l'épidémie. Et au Maroc, un plan national pour empêcher l'entrée du virus est mis sur pied. 21 frappes aériennes près de Kobané en Syrie. La coalition menée par les États-Unis intensifie ses raids. Si des centaines de djihadistes ont été tués, l'État islamique contrôle toujours la moitié de la ville à la frontière avec la Turquie. Et en Irak, la progression de Daesh continue. En Algérie, des manifestations inédites de policiers depuis mardi. Hier, ils étaient des centaines de policiers réunis devant les locaux de la présidence pour réclamer la démission de leur chef et de meilleures conditions de travail. Pour commencer ce journal, on ouvre une page consacrée à la lutte contre le virus Ebola. Aucun cas n'a pour l'instant été enregistré au Maroc, mais le Maroc préfère prévenir que guérir. Il a décidé de mettre en place un plan national pour empêcher l'entrée du virus. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de la Santé, Hussein Oumardi, lors d'une conférence de presse. Plus de précisions sur ce plan avec Amina Benralek. Une conférence de presse pour parler santé. Le Hussein Oumardi a présenté le bilan de son département avant de s'attaquer au sujet qui inquiète, Ebola. Le ministère de la Santé a prévu un plan national pour empêcher l'entrée du virus au Maroc. Le premier axe étant de faire tout le nécessaire et de prendre toutes les mesures afin que le virus ne pénètre pas, ne rentre pas au pays, particulièrement à commencer par l'accès aux avions, à commencer par la surveillance par des caméras thermiques et des thermomètres infrarouges à l'intérieur des avions, à commencer par l'accueil avec des salles d'isolement, par exemple à l'aéroport Mohamed V. Le plan national de Hussein Oumardi, c'est aussi la détection précoce des cas de contamination, une mission à laquelle le ministère a dédié 4 laboratoires à la pointe de la technologie. Pour le département de la santé, la communication est primordiale dans le plan de lutte contre Ebola. Sensibiliser, informer et apaiser. Pourquoi apaiser? C'est pour dire quoi que le risque zéro n'existe pas, puisque c'est un virus où la période d'incubation est de 2 à 21 jours. Le risque zéro n'existe pas, toutes les mesures sont prises, nous n'avons aucun cas déclaré, confirmé jusqu'à présent au Maroc, et donc nous allons faire le nécessaire, Inch'Allah, afin de protéger nos concitoyens et nos concitoyennes. Aujourd'hui, le département de la santé ne laisse rien au hasard. Il suit de près plus d'une trentaine de ressortissants de Sierra Leone, de Guinée et du Libéria entrés au Maroc. Le Hussein Oumardi a aussi parlé de cette récente demande marocaine, le report de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, une demande qui tire sa légitimité du règlement sanitaire international, selon le ministre. Et toujours concernant Ebola, la polémique grandit aux États-Unis. Les autorités ont révélé un 2e cas d'infection jugé très inquiétant. Il s'agit d'une aide-soignante qui s'est occupée du malade libérien, décédé depuis. Elle a été placée en isolement, mais elle aurait pris un vol intérieur un jour avant de ressentir les premiers symptômes. Les autorités sanitaires disent se préparer à l'éventualité de nouveaux cas dans les prochains jours. Le président Barack Obama a annulé tous ses déplacements hier. Il a pris l'initiative d'une vidéoconférence avec ses homologues européens à qui il a demandé de faire plus d'efforts dans la lutte contre Ebola. De son côté, il a assuré que les États-Unis allaient répondre de manière beaucoup plus agressive. Regardez. Nous allons faire en sorte qu'un tel événement ne se reproduise pas et que nous surveillons et supervisions ce qui se passe à Dallas de manière beaucoup plus agressive. Nous devons nous assurer que les leçons apprises sont transmises à tous les hôpitaux et toutes les cliniques du pays. Le président français rend hommage au Maroc à l'occasion de l'ouverture de l'exposition consacrée au Maroc contemporain à l'Institut du monde arabe. François Hollande a évoqué, je cite, les liens solides qui unissent le Maroc et la France. Écoutons plutôt le président français. Cette exposition est aussi pour moi l'occasion de rappeler le prix que j'attache à l'amitié entre la France et le Maroc.
Je veux que nos deux pays non seulement demeurent des partenaires d'exception, mais puissent encore coopérer davantage dans tous les domaines. Je veux maintenir ce qu'étaient nos relations et ce qu'elles sont, des relations de confiance, et dépasser toutes les difficultés qui peuvent parfois surgir. Parce que nous avons besoin l'un de l'autre, le Maroc de la France et la France du Maroc. Et je veillerai personnellement à ce que nos relations puissent être amplifiées, consolidées et, si c'était nécessaire, relancées par rapport à la visite que j'ai moi-même effectuée au Maroc au printemps dernier. Je rappelle que le roi Mohamed VI a été le premier chef d'État que j'ai reçu à l'Élysée en mai 2012. Au cœur de notre relation, il y a bien sûr l'économie, mais il y a la relation humaine, qui elle est bien vivante et qui est ancienne. Il y a ce lien historique qui a fait que j'ai rendu hommage à ce qu'avait été le sacrifice des Marocains pendant les deux conflits que nous avons connus au XXe siècle. Et la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans cet engagement qui fut celui des Marocains, mais aussi de beaucoup de Maghrébins et d'Africains pour la libération de notre pays. Et c'est une gratitude que je veux ici encore rappeler. Marrakech abritera un événement international le 27 novembre prochain, la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme. 5000 invités sont attendus dans la ville ocre. Les préparatifs vont bon train. Reportage Raja Fadli et Kamel Rounaim sur un récit d'Amid Abdelralek. Voici une affiche qui sera bientôt dans toutes les rues de Marrakech. La ville ocre va accueillir un forum événement, le Forum mondial des droits de l'homme. Ici, les responsables parlent de l'évolution des préparatifs. C'est une rencontre entre les secteurs gouvernementaux et toutes les institutions chargées des droits de l'homme. Nous préparons la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme. Le forum sera organisé du 27 au 30 novembre. Le compte à rebours a commencé. Le Maroc accueillera dans quelques semaines les 5000 participants au forum. Les organisateurs le promettent. Marrakech sera à la hauteur de cette deuxième édition, en prenant notamment exemple sur Brasilia. Ce forum suit celui de Brasilia organisé l'année dernière. La délégation marocaine s'est faite remarquer car elle a activement participé aux débats et aux différents ateliers. Nous avions une délégation pour représenter tous les acteurs de la société marocaine. Cette année, la liste des thèmes sera plus longue et c'est une actualité brûlante qui l'impose. Les participants vont parler du droit d'ingérence humanitaire ou encore de la protection de la vie privée et des données personnelles, tout en essayant d'apporter des réponses concrètes. Toujours au Maroc, la déclaration du ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance au sujet du prix du pain. Il ne peut y avoir d'augmentation du prix du pain subventionné sans l'accord du gouvernement. Mohamed El Wafa répondait aux propriétaires de boulangeries qui ont demandé à revoir à la hausse le prix du pain. Un comité ministériel présidé par le chef du gouvernement va étudier cette situation. Parce qu'on entend dire que le prix du pain est libre et qu'il pourrait augmenter. Eh bien non, le prix du pain est certes libre, mais le pain qui coûte 1,20 dirham est fait à base de farine subventionnée. Et donc son prix ne peut être augmenté sans l'accord du gouvernement. La police marocaine a interpellé hier à l'aéroport de Casablanca un Marocain résidant en France. Il s'apprêtait à embarquer vers la Turquie pour rejoindre les rangs des combattants de l'État islamique. L'homme était accompagné de ses deux filles de nationalité française âgées de 2 et 4 ans. Il avait déjà été interpellé en France et faisait l'objet d'un contrôle judiciaire. L'État islamique qui progresse en Irak malgré les frappes de la coalition internationale. Les djihadistes tentent de prendre le contrôle de la totalité de la province d'Al-Anbar. Et en Syrie, les États-Unis ont multiplié leurs frappes sur la ville de Kobané. Plusieurs centaines de djihadistes auraient péri, mais la ville risque tout de même encore de tomber aux mains des insurgés. Manal El Ardari.
Les violences continuent à Kobané, symbole international de la résistance à l'EI. Après 3 semaines de bombardements en Syrie, la coalition internationale a freiné la progression des djihadistes qui ont atteint le centre de cette ville kurde en début de semaine. Mais Kobané pourrait encore tomber, c'est ce qu'a affirmé le porte-parole du Pentagone. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combattants kurdes ont repris hier 2 positions dans le nord de la ville, une progression jugée insuffisante par les pays alliés au sein de la coalition. Ils comptent encore sur le soutien d'Ankara. Nous avons eu des conversations très détaillées et constructives avec les Turcs. Ce sont nos anciens amis et partenaires au sein de l'OTAN. Nous avons abordé plusieurs domaines où nous pouvons travailler ensemble. La façon par laquelle ces détails seront finalement résolus est maintenant en cours de négociation. Durant mardi et mercredi, l'armée américaine a mené 18 frappes à Kobané d'après le commandement militaire des États-Unis. Washington a prévenu hier que la bataille contre l'EI serait longue. Les Kurdes de la région en sont conscients. Ils s'engagent à progresser sur le terrain. Nous sommes venus de 4 régions divisées, de l'Irak, de l'Iran, de la Turquie et de la Syrie. Cette lutte nous a réunis. En Irak voisine, l'EI tiendrait 85% de la province d'Al-Anbar, majoritairement sunnite, une province que les djihadistes tentent de contrôler complètement. Hier, un attentat suicide revendiqué par l'organisation de l'État islamique a fait au moins 23 morts près de Bagdad. L'enjeu est de taille. Si la capitale tombe, les violences se déplaceront au centre de la ville et à Karbala. Détention à Jérusalem aux abords de la mosquée Al-Aqsa après les restrictions d'accès imposées par les autorités israéliennes hier matin. Seuls les Palestiniens âgés de plus de 50 ans ont été autorisés à prier sur l'esplanade des mosquées, tandis que les touristes et les pèlerins juifs sont autorisés à se rendre sur le parvis sans restriction. Dans l'après-midi, des affrontements ont eu lieu entre Palestiniens et policiers israéliens. La police a repoussé à coups de grenade une foule d'environ 400 personnes qui s'étaient rassemblées près des accès à la mosquée. 4 Palestiniens ont été arrêtés et 3 policiers blessés. Direction l'Algérie où des policiers manifestent depuis mardi dans la capitale et à Rardaya hier matin à Alger. Des centaines d'entre eux se sont réunis devant les locaux de la présidence après avoir passé une bonne partie de la nuit devant les bureaux du Premier ministre. Les policiers réclament une amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ils demandent le doublement des salaires, un accès facile au logement social ou encore le limogeage du patron de la police nationale, le général Abdelrani Hamel. L'Algérie qui a obtenu hier son ticket pour la CAN 2015 après une victoire facile sur le Malawi. Le premier but a été marqué dès la première minute par Brahimi, score final 3-0. Au terme de cette 4e journée d'éliminatoire, les Fennecs sont les seuls à avoir remporté leurs 4 rencontres. Ils figurent parmi les favoris de la compétition qui se tiendra, je le rappelle, au Maroc. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est l'heure maintenant de voyager. Nous allons tout de suite prendre des nouvelles de l'un de nos correspondants dans le monde. En direct de Bruxelles, en Belgique, nous avons rendez-vous ce matin avec notre correspondant Tariq Lahabi. Tariq, bonjour. Bonjour Alison. Alors dans l'actualité chez vous, Tariq, on commence avec cette réunion des ministres européens de la Santé prévue aujourd'hui. Ils vont étudier les moyens de renforcer les contrôles des voyageurs en provenance des pays africains touchés par Ebola. Oui, c'est un rendez-vous qui vise tout d'abord à coordonner les actions des États membres sur cet aspect du dossier, en l'absence, pour l'instant en tout cas, de consensus sur l'opportunité de dépistage systématique aux arrivées en Europe. On rappelle que la mise en place d'un test du virus d'Ebola parmi les voyageurs en provenance de ces zones n'est pour l'instant pas préconisée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le filtrage s'effectue actuellement
au départ pour l'essentiel via simplement une prise des températures des passagers. Londres est la seule capitale de l'Union européenne à avoir introduit déjà jeudi dernier des contrôles à l'arrivée dans ses principaux aéroports et gares, suivant ainsi l'exemple américain et canadien. Les experts européens de sécurité sanitaire ont évoqué déjà mardi dernier à Bruxelles la possibilité de mettre en place des procédures de dépistage dans les aéroports européens afin de détecter de possibles cas d'Ebola. La question sera donc discutée au niveau ministériel cette fois aujourd'hui, avec aussi pour but d'envoyer un message d'engagement de la part des Européens, de rassurer les Européens alors que la contamination d'une aide-soignante espagnole la semaine dernière à Madrid a levé un vent de panique en Europe. Enfin, cette semaine aussi chez nous, à Bruxelles, plusieurs alertes ont été signalées comme à Anvers, des personnes de retour d'Afrique de l'Ouest, mais aucun cas d'Ebola n'a été confirmé. Et puis Tariq, vous nous parlez de cette bonne nouvelle pour les retraités MRE de Belgique, ils auront une couverture santé au Maroc. C'est ce qui ressort de la nouvelle convention de sécurité sociale maroco-belge adoptée cette semaine. Oui, alors contrairement à ce que font les Pays-Bas, à savoir réduire la convention de sécurité sociale qui les lie au Maroc, Bruxelles et Rabat rénovent et élargissent en revanche leur propre convention qui date en tout cas de 1968. Les pensionnés qui retournent s'installer au Maroc auront donc droit à l'assurance maladie marocaine, l'AMO. Ils seront donc considérés comme les citoyens marocains qui nécessitent des soins médicaux. Jusqu'à présent, les Marocains qui avaient travaillé toute leur vie en Belgique, cotisé pour la sécurité sociale belge autant d'années, perdaient toute couverture santé lorsqu'ils décidaient de retourner vivre au Maroc. Cette nouvelle convention constitue donc un nouvel acquis pour nos pensionnés marocains, même si, selon certains spécialistes, tout cela n'est pas sans arrière-pensée économique pour Rabat et Bruxelles. Le Maroc a intérêt, bien sûr, à ce que les retraités reviennent parce qu'ils rapatrient leur pension et la dépensent chez lui. La Belgique, elle aussi, a un intérêt économique. Les frais médicaux de ces retraités, même si elle les rembourse, seront moins élevés au Maroc que lorsqu'ils étaient pris en charge par les services de santé belges. Enfin, pour rappel à l'ISON et pour entrer en application, cette nouvelle convention doit être encore votée par le Parlement marocain, publiée ensuite au bulletin officiel. Enfin, côté belge, elle doit également être ratifiée par les deux chambres. Merci Tariq pour ces informations. À très bientôt sur Médien TV. Tout de suite, je vous propose de voir ce qui fait les gros titres de vos journaux. La presse marocaine parle ce matin de la réforme des retraites ou encore de la polémique autour de l'augmentation du prix du pain. La revue de presse est signée Taoufik Nasser.